On va revenir un petit peu donc déjà sur le fonctionnement général des licences, de la technologie et des évolutions sur Edus, sur les possibilités générales du logiciel, et puis après on viendra un petit peu sur des détails du fonctionnement et la façon d'utiliser Edus. Je vais revenir un peu sur Mink aussi, qui est le gestionnaire de médias qui s'installe automatiquement lorsqu'on installe Edus, qui n'est pas encore très connu, mais voilà, qui a quelques intérêts. Et puis voilà, on fera une petite conclusion sur tout l'écosystème Grass Valley et puis sur Edus. Alors le fonctionnement général d'Edus. Donc Edus dispose de 3 types de licences: la Home Edition, la version Pro et la version Workgroup, plus des licences flottantes qui sont des licences spécifiques plus dédiées à des serveurs, à des écoles, où en fait on va pouvoir ouvrir Edus sur tel ou tel poste. En fait, voilà, on achète un nombre de licences et sur un réseau, on peut ouvrir tant de licences en même temps. C'est ça qui s'appelle les licences flottantes. Donc la politique générale de vente, c'est une vente de licences, donc pas de location, et des mises à jour gratuites durant toute la vie de la version. Donc sauf pour la licence Home Edition, qui est une licence très spécifique. Donc c'est une licence à prix réduit, mais qui ne bénéficie pas des mises à jour gratuites du logiciel. C'est-à-dire quand on achète la licence figée, et si on veut ensuite prendre une mise à jour, il faudra racheter une nouvelle licence Home Edition quand elle sortira. Par exemple, là, il y a une 952 qui va sortir prochainement là. Qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? La Home Edition. Oui, la Home Edition aussi a un petit côté spécifique, c'est qu'on ne doit pas l'utiliser pour faire des films commerciaux. Voilà. C'est une licence qui est plus dédiée aux films personnels et au travail à la maison. D'où Home Edition. Alors, pour moi, Edus, c'est un logiciel qui peut s'apparenter à une sorte de cadre de montage. C'est-à-dire qu'il est capable de récupérer tout type de format source sans aucune conversion préalable. Donc, je vais vous montrer rapidement. On peut récupérer... Alors, je vais venir directement depuis le disque dur, comme ça. Hop. Donc, dans les sources, là, j'ai plein de sources différentes, de plein de formats différents. Et on peut récupérer tous ces formats-là. Donc, par exemple, là, j'ai du RAW ProRes. Ici, je vais avoir du format RED. Et puis, par exemple, on va aller chercher du format UHD 30p, donc du format NTSC. Donc, je pourrais tous les charger, mais ça prendrait du temps. Et c'est juste voilà, pour dire que il prend tout sur le chutier sans conversion. Là, j'ai aucune conversion, j'ai aucun temps d'attente. Et c'est pour ça que je parle d'un cadre de montage. C'est-à-dire qu'en fait, Edus, lui, va se charger de vous transformer les rushs que vous lui mettez dans le chutier et dans la timeline au format de votre projet pendant sa lecture ou pendant l'export. C'est-à-dire que là, je suis sur un projet, il me semble, en 1920-1080-50p. Donc si je mets mon fichier UHD 30p, c'est au moment de la lecture qu'il s'arrange pour le mettre en 50p HD. En fait, à tout moment, vous pouvez changer votre format de projet. C'est-à-dire que vous pouvez très bien travailler sur un projet pour des raisons X ou Y en 1080-50p, par exemple, et puis au dernier moment, passer sur un projet UHD 50p. Ça, c'est pas un problème pour lui. Pareil, si vous avez besoin de travailler sur un format SD ou d'exporter sur un format SD, à tout moment, vous pouvez switcher votre format de projet. Lui, il va s'arranger pour tout remettre au bon format. Alors, il y a quelques limitations par rapport à ça. Si vous partez sur un projet en PAL, donc 25p, 50i ou 50p, vous ne pourrez pas passer sur un format NTSC, donc 30p, enfin 2997p, 5997p,
Ça, vous ne pouvez pas changer le format de projet comme ça. Bon, il y a des moyens de faire dans l'export, mais on ne peut pas changer le format de projet comme ça. L'autre limitation, c'est qu'on ne peut pas passer d'un format 25p 50i à un format 50p. Donc ça aussi, c'est un choix au moment de quand on crée le projet. Si on a des besoins de passer de l'un à l'autre, après il y a des passerelles, mais on ne peut pas changer le format de projet de 25p à 50p, pour des raisons de timecode en fait. Voilà. Par contre, on peut très bien passer d'un projet de 25p à 50i, ou de 50i à 25p, ça il n'y a pas de souci. Et après, les tailles d'image ne posent aucun problème. On peut vraiment changer les tailles d'image comme on veut. Alors, la technologie du logiciel, donc c'est un logiciel qui est sorti en 2003, sa technologie est basée principalement sur la puissance du processeur. Donc en fait, tous ces calculs, la plupart des calculs qu'il va générer sont basés sur la puissance du processeur et la mémoire vive. Depuis quelque temps, ils font appel aussi à la puissance de la carte graphique, notamment pour décoder les fichiers RAW. Donc on entend plus, je ne sais pas si vous entendez de plus en plus parler de RAW. Donc c'est des fichiers très lourds et au format brut. Et donc ils font appel à la carte graphique pour alléger et décoder plus facilement ces fichiers-là, enfin ces sources-là. On accède aussi, mais ça on le verra tout à l'heure, dans les réglages, on peut aussi utiliser l'accélération graphique pour certains effets de colorimétrie. Voilà, et donc depuis la version 9, il y a eu quelques mises à jour gratuites afin d'améliorer certaines fonctionnalités et aussi des formats d'exportation, notamment des nouveaux algorithmes sur le H264, des améliorations aussi sur le H265 et la prise en charge de nouveaux codecs au format natif, avec notamment, comme on l'a vu, le format ProRes RAW. Il faut savoir qu'aujourd'hui, Edus est un des seuls en dehors de Final Cut à prendre en charge ce format-là, en format natif, sans conversion. Encore une fois, on est dans cette idée de ne rien convertir, de prendre vraiment les rushs de façon brute. Alors, les possibilités générales d'Edus, ça va être du montage, hein. Du montage rapide. On va pouvoir aussi monter directement depuis une carte mémoire ou un disque de tournage. On a la possibilité de monter aussi avec des proxys. Donc les proxys générés par des caméras professionnelles. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a des caméras type Sony, Canon, qui vont enregistrer avec un format très important, donc du 4K, qui va être très lourd à traiter pour le PC. Donc directement, en fait, les caméras sont capables de générer un petit fichier à côté qui a exactement le même contenu, mais qui va avoir un format beaucoup plus léger. Par exemple, si vous enregistrez en 4K 50p en plein format, le proxy, ça sera du HD 50p. Mais ça sera beaucoup plus léger à traiter pour le logiciel. Du coup, Edus est capable de gérer les deux. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir monter avec des proxys et au dernier moment, ou à tout moment, switcher sur les versions plein format. Ce qui permet d'alléger la fluidité du montage. Et Edus est aussi capable de générer lui-même ses proxys. C'est-à-dire que si vous avez des difficultés sur un montage ou sur des sources qui sont très lourdes, vous pouvez demander à Edus de générer des proxys et de monter avec des fichiers plus légers. Tout sans gréver la qualité du final en fait. C'est juste un format intermédiaire qui va vous permettre de fluidifier votre montage. Edus va vous permettre aussi de faire des effets spéciaux, de gérer l'audio, de faire du mixage, et de faire aussi des nombreux exports. En fait, il a une liste de possibilités en export qui est assez importante. Edus a en interne en fait un outil qui s'appelle le navigateur de source et qui va permettre en fait de se connecter directement aux médias, donc aux cartes mémoire, et faire des copies directement. Alors, soit faire des copies ou soit juste transférer les rushs dans le chutier. La différence, c'est que si on transfère les rushs dans le chutier sans faire de copie, quand on va retirer la carte mémoire, les clips seront offline. Si on fait une copie
si on lui demande de les transférer, de faire une copie, ben, on aura un backup. Bah, grosso modo, là, on a la liste de tous les médias possibles sur lesquels on va pouvoir se connecter. Donc, grosso modo, lui, il fait ça tout seul. C'est-à-dire que si je mets une clé USB, non, une clé, n'importe quoi, une carte mémoire dans un lecteur de cartes, Edus va automatiquement détecter le format. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous savez, mais chaque constructeur a son propre type de format, de structure, de dossier. En fait, sur une carte mémoire de caméra, les fichiers vidéo, les sources vidéo, sont organisés d'une certaine façon. Donc ça, Edus sait le reconnaître. Et en fait, il va proposer au bon endroit, en fait, il va vous proposer de vous connecter aux médias. Alors, là, on va un petit peu tricher, entre guillemets, mais on va lui simuler le fait que je mets une carte mémoire sur du XDCAM Sony, parce que c'est des sources dont je dispose. Donc, je vais simplement lui dire que, en fait, mon dossier, ce n'est pas une carte mémoire que je mets, c'est un dossier qui est sur un disque dur. Donc là, je vais faire clic droit, je vais lui demander de me connecter à un dossier. Et là, alors je l'avais déjà fait tout à l'heure, donc il est directement, je vais juste vous remontrer le process. Donc là, j'ai des rushs Sony ici, je sélectionne le dossier. Et voilà comment se présenterait, ça se présente exactement pareil que si j'avais mis la carte mémoire dans l'ordi. Ou directement la caméra. Ou directement la caméra en USB, oui, effectivement. Donc là, en fait, j'accède directement à mes rushs. Hein. Je vais pouvoir ici choisir différents modes d'affichage. C'est la propriété. C'est ici. Donc là, je peux choisir différents modes d'affichage avec les descriptions. Et je vais pouvoir aller directement, en cliquant 2 fois sur un clip, aller pouvoir le charger dans le moniteur source. Et puis le contrôler, voir si c'est un clip qui m'intéresse ou pas. Donc là, on est toujours sur les rushs qui sont sur le disque dur ou la carte mémoire. Là, imaginons qu'on est sur un retour de tournage, quoi. Donc pour l'instant, là, on n'a rien importé dans Edus. On n'a pas copié de rush à aucun endroit. Là, on est juste en mode, quelque part, un peu en dérushage. Alors après, je vais pouvoir sélectionner quelques éléments. J'en prends quelques-uns qui semblent intéressants. Alors il faut savoir que, si ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut aussi directement les monter dans la timeline. C'est-à-dire que je peux directement mettre des points d'entrée et des points de sortie. Donc là j'ai fait I et O, hein, mes points d'entrée et points de sortie, c'est ici et là. Donc là je mets un point d'entrée et un point de sortie, donc je vais récupérer de ce passage-là à ce passage-là, et là je vais l'envoyer directement dans la timeline. Donc soit en faisant alors il y a plein de choses dans Edus, il y a plein de possibilités, soit on va pouvoir faire un cliquer-déposer, soit on va pouvoir utiliser les boutons insérer ou écraser. Donc là, et tant qu'il n'y a pas de point d'entrée ou point de sortie sur la timeline, c'est le curseur de lecture qui va servir de point de repère pour l'insertion. Sauf bien sûr si on fait un cliquer-déposer. Là on fait ce qu'on veut. Donc là, je vais cliquer sur le bouton insérer et le clip va être inséré à l'endroit où était le curseur de lecture. On reviendra un peu après sur les différentes façons de faire du montage avec Edus. Là, c'est juste pour vous montrer que je peux très bien avoir une carte mémoire. Si j'ai pas le temps de faire des copies sur les disques durs parce que je suis vraiment très speed pour faire le montage, très juste, et que j'ai besoin vraiment d'avoir un résultat très rapidement pour l'envoyer sur un vidéo proche rapidement, c'est un résumé d'une journée ou tout ça, je peux monter directement depuis ma carte mémoire. Ça, c'est pas un problème pour lui. Le seul truc, c'est qu'il faut pas retirer la carte mémoire. Voilà. Ça, faut le savoir. Oui.
Et là, si je copie ensuite les fichiers sur un disque dur, est-ce que ça copie juste la section in-out que vous avez fait ou l'ensemble du tout le... Alors, c'est une très bonne question. En fait, il y a plusieurs méthodes. Alors, avec les formats professionnels, type XDCAM, XDCAM-EX, le Panasonic P2, il faudrait que je vois, il doit y avoir d'autres formats aussi, je crois qu'il y a le JPEG 2000. Il est capable en fait de récupérer juste le point d'entrée et le point de sortie. Donc ça s'appelle, dans Redux, ça s'appelle le téléchargement partiel. C'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir lui demander automatiquement de ne capter que ce qui est récupéré, et on peut même lui demander des marges. C'est-à-dire qu'en fait, on peut lui dire de récupérer une seconde avant, une seconde après, au cas où. Voilà. Et il y a plein de façons de faire, en fait. Alors là, il y a plein de méthodes de travail. En fait, ils ont pensé un peu à tout. Là, on pourrait très bien avoir fait du téléchargement partiel comme ça. Sauf que là, l'option n'est pas activée. Mais si vous me permettez, je vais juste faire cette petite digression. Donc là, je vais aller dans les paramètres utilisateurs. Plus, c'est où? Oui, c'est ça. Voilà, transfert partiel. Donc là, on a l'option uniquement à partir de supports amovibles ou à partir d'un disque dur et de supports amovibles. Donc là, en fait, vu que je suis sur un disque dur, je vais lui demander cette option-là, parce que sinon, il ne va pas faire la copie. Donc là, ça, pour mon exemple, ça ne marchera pas. Et on peut même exclure le lecteur du dossier des projets. Mais vu que là, c'est sur le même lecteur, on va laisser ça comme ça. Et alors, à quel moment je vais faire mon transfert automatique? Est-ce que je vais faire mon transfert automatique à partir du moment où j'ajoute mon rush sur la timeline? Ou est-ce que je l'ajoute dans le chutier à partir du lecteur source? Vous voyez, du coup, vous avez plusieurs méthodes de travail. Soit depuis votre navigateur de source, vous mettez dans votre lecteur source et vous envoyez dans votre chutier, et là, lui, il va faire le transfert. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans une démarche de dérochage. Vous avez votre carte mémoire, depuis votre carte mémoire, vous faites déjà du dérochage. Déjà, vous ne chargez sur votre timeline que ce qui vous intéresse. Et sinon, lors de l'ajout à la timeline directement. Donc là, par exemple, on va faire les deux. Tac, tac. Donc on marge 5 secondes, on va prendre une marge de 1 seconde, hein, ça suffira largement. Donc là, on va le faire. Vous allez voir, ça va aller très vite. On va prendre celui-ci. Je vais prendre ici, de là à là. Et là, je vais cliquer sur le bouton Envoyer. Et normalement, voilà, il est en train de télécharger. Voilà, c'est fait. En fait, là, c'est bon, le rush est déjà copié dans le dossier du projet. Si on va dans le dossier voilà, dans le dossier initiation, on a le fichier qui a été copié, mais juste sur le bout qu'on lui a demandé. En fait, ça c'est possible pour toutes les sources qui ont un timecode, des fichiers qui ont un timecode type. Donc je reviens sur le navigateur de source. Donc là, on va aller sur une méthode, on va dire, plus classique. On peut très bien sélectionner tous les clips. Bon là, je ne vais pas tous les prendre parce que ça va prendre un petit peu de temps. On va prendre ceux-là. Et là, à partir de là, je vais avoir deux méthodes. Donc on va avoir deux méthodes ici. Alors soit on peut faire clic droit aussi, hein. Donc on va pouvoir soit ajouter les clips sélectionnés au chutier, soit faire ici ajouter et transférer au chutier. La différence entre les deux, c'est que cette méthode-là, eh ben, elle vous donnera juste un transfert des rushs dans le chutier, mais il ne va pas copier les rushs dans le dossier du projet. C'est-à-dire que si vous retirez votre carte mémoire, on a toujours le même truc, les fichiers ne seront pas présents dans le dossier du projet. Donc, si on fait selon votre méthode où vous copiez vos rushs et vous travaillez sur vos rushs copiés, ben on va plutôt prendre cette méthode-là, transférer
ajouter et transférer vers le chutier. Alors, hop, on va faire ça. Donc là, il lance la copie. Et si on va voir dans le chutier maintenant, ben on voit que... Alors, quand on double-clique sur une zone vide du chutier en haut, on peut l'afficher en grand sur toute la hauteur de... Ça, c'est un truc assez pratique quand on est en mode dérochage et tout ça. Donc là, on voit qu'il est en train de charger, en fait, là, cette petite icône indique qu'il est en train de charger les rushs, de les copier dans le dossier du projet. Donc si je retourne dans le dossier du projet, voilà, là on voit qu'il est en train... Donc là il recopie en fait la structure des rushs en XDCAM. Donc là il est en train de copier. Là il en est au 16. Après il va passer au 17. Donc là en fait ça permet de sauvegarder les rushs. On fait une copie depuis la source sur le projet. Et vous avez aussi une autre façon, et c'est ça que je voulais vous montrer, dans affichage, vous avez la possibilité d'afficher les tâches d'arrière-plan. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand Edus est en train de copier les rushs, bah, tant que vous ne retirez pas la carte mémoire, vous pouvez continuer à bosser sur les rushs d'origine. Lui, en fait, il fait ça un peu en tâche de fond, la copie des rushs. Donc si vous êtes en train de bosser, lui, il va attendre, il va mettre la copie des rushs en attente, et puis dès que vous faites une petite pause, il va copier un petit bout de rush, quoi. Et là, en fait, vous avez la tâche d'arrière-plan, il vous indique où il en est. Voilà, bah là, je suis en train de transférer tel fichier. Voilà. Alors, au niveau du chutier, bah, vous avez vu, il y a plusieurs choses. Hein. Il y a deux parties. Une partie contenant, et une partie contenue, pardon. Alors, des fois, je sais qu'il y a certains débutants qui sont un peu perdus parce qu'ils se sont dit « Ah, j'ai plus mes dossiers, j'ai plus tous mes rushs. » Parce qu'en fait, il n'y a plus la partie dossier et contenant. Et en fait, il suffit de cliquer sur ce petit dossier-là pour pouvoir la réactiver. Et bah, après, on va pouvoir créer autant de dossiers qu'on veut. En faisant clic droit, nouveau dossier. On peut créer des dossiers, des sous-dossiers. C'est assez basique, hein, mais c'est efficace. Au niveau de la gestion des éléments, et encore une fois, différents types d'affichage. Au niveau montage, nous sommes dans un projet de mémoire, je crois que je l'ai paramétré en 50p. Donc là, je vais vérifier, je vais aller dans les paramètres de projet. Donc là, pour l'instant, je n'ai fait aucun réglage de pré-réglage de projet. Hein, là, on voit qu'Edus n'a aucun pré-réglage disponible. Donc là, on a un petit résumé, 1920, donc effectivement, on est en HD, 50p. C'est du 16/9, donc rapport pixel 1, hauteur-largeur, progressif, 8 bits. On est en 709. Bon, voilà, enfin, grosso modo, on a un petit résumé du projet, là. Et on va pouvoir le modifier. Hein. Comme je vous disais tout à l'heure, à tout moment, vous pouvez choisir de changer votre format de projet. Avec quelques limitations, on ne peut pas passer du PAL au NTSC au niveau des cadences d'image. Et on peut pas passer, alors on peut passer du 25p au 50i. Par contre, on ne peut pas passer du 25p au 50p. Ça, c'est pas possible. Moi, j'ai la moitié de mes rushs qui sont en 25p, c'est l'autre moitié qui sont en 30p. Alors, votre problème est différent. C'est-à-dire qu'en fait, vous, grosso modo, vous voulez faire un projet de tous ces rushs-là. Donc, en fait, le problème est différent. C'est que là, on inverse le truc. C'est-à-dire que vous dites à Edus, par exemple, je veux un projet en 25p. Et lui, tous vos rushs, qu'ils soient en 25p ou en 30p, il va s'arranger pour les mettre en 25p. Alors après, je vais vous montrer une petite astuce, parce que les rushs en 30p, parfois, peuvent avoir une définition et même une cadence d'image. Parfois, ça peut paraître un peu plus saccadé que du 25p. Et après, je vais vous montrer une petite astuce, justement, pour régler ce problème-là. Ils ont rajouté une fonctionnalité dans la version 8. Je ne sais plus combien, qui s'appelle le flux optique, optical flow, en fait, qui est une fonction qui prend beaucoup de ressources, c'est vrai, mais qui permet dans certains cas de récupérer des rushs justement qui n'ont pas forcément les mêmes cadences.
Et du coup, si on est un peu pointilleux sur l'image, ça se voit. Et du coup, ça permet de régler ça. En fait, il recrée des images intermédiaires. En fait, ça, c'est là qu'on va régler notre cadre image, notre cadre de projet. Donc en fait, c'est là où on va lui dire, bah voilà, là je veux de la HD. Et là, bah, comme je vous disais tout à l'heure, je pourrais très bien dire, ouais, mais mon PC il rame un peu, c'est un peu dur, machin. Bah, je pourrais très bien me mettre, bon, on va pas faire un montage en 320 par 240 parce que sinon je vous raconte pas. Mais on pourrait très bien passer en 720, 576, 16 neuvième. Ou même monter, là on peut le changer, hein. Tous les formats qu'il propose ici sont disponibles. En fait, dès qu'il y a quelque chose qui n'est pas disponible, il va vous le griser, hein. Par exemple, si je veux passer, bah là vous voyez, je ne peux pas changer. Je suis en 50p, point barre. J'ai réglé mon projet en 50p au départ. Alors là, j'ai eu la question tout à l'heure, j'ai entendu, mais c'est quoi l'intérêt de passer de 25p à 50p? Ben ouais, ça m'est arrivé une fois. Je tourne beaucoup en 1080-50p. Et une fois, j'avais commencé un projet pour un client et je ne sais pas ce que j'ai fait, j'avais commencé en 25p. Et j'avais quand même pas mal avancé sur le projet. Et là, je me suis dit, ah, je voulais le faire en 50p et voilà, je me suis loupé sur le réglage et j'avais quand même avancé sur le projet et là, j'ai été bloqué, quoi. Donc, je me suis arrangé en fait pour faire un export et puis refaire justement le flux optique qui m'a permis quand même de pas tout commencer de zéro et qui m'a quand même permis d'avoir une qualité intéressante. Et puis après, je suis reparti sur du 50p. Donc là, c'est dans les paramètres du projet. Donc là, c'était pour vous montrer qu'à tout moment dans Edus, vous pouvez changer des informations sur les paramètres du projet. Par exemple, c'est pareil, vous pouvez passer d'un projet 8 bits à un projet 10 bits en cours de route. Vous pouvez changer aussi la méthode de calcul. Il y a plein de choses que vous pouvez changer en cours de route. Après, je vais juste finir avec les paramètres de projet. Donc là, je vais dans les paramètres système. Et on va aller du pré-réglage de projet. Alors, oui, alors en fait là, vu qu'il n'y a aucun pré-réglage de projet qui a été créé sur ce logiciel, là, sur cette version du logiciel, bah, directement il va me proposer de créer des pré-réglages. Donc ici je vais pouvoir lui demander, bah, moi ce qui m'intéresse c'est du 4K et du HD. Bon, on va pas faire du SD. Moi je veux travailler en 50p, éventuellement en 25p. Bon. Sur 8 et 10 bits et on va prendre, on va pas faire trop de projets, hein. On va juste lui dire 2 canaux. Ça vous va? On va rester sur du stéréo. Suivant. Et là en fait après, il nous propose en fait tous les types de projets qui correspondent à notre souhait. Alors, ça fait beaucoup quand même, hein. Bon, et on va tout valider, c'est pas grave. Parce qu'après, on peut décocher, vous voyez, on peut décocher certains. Ah, par exemple, 1280 par 720, on va pas valider. 1440 par 1080, ça c'était un petit peu ancien. Allez, hop, on désactive tout ça et terminé. Donc là, ça y est, on a créé une liste de pré-réglages de projet. Et tous ces pré-réglages, vous pouvez les modifier. Donc il suffit de cliquer sur un pré-réglage et de cliquer sur modifier. Et donc là, on va se retrouver sur la même fenêtre qu'on était, hein. Oui. Sauf que là, je vous en parlais tout à l'heure, on va pouvoir régler le nombre les pistes qu'on veut par défaut. Donc ici, on va pouvoir choisir par défaut 4 pistes audio, ça me va. Je veux pas de piste titre, je veux pas de piste audio vidéo, ou j'en veux 3. Pourquoi pas. Et je veux pas de piste vidéo, ou j'en veux qu'une, ou j'en veux 5 par défaut. C'est-à-dire qu'en fait, après, vous aurez un projet qui correspondra plus à votre travail habituel. Donc, Edus a différents types de pistes. Vous avez donc, je pars par en bas, il y a les pistes audio, des pistes dédiées au titre, donc ça c'est des pistes vraiment titres, des pistes VA, donc, qui contiennent l'audio et la vidéo. Je vais peut-être vous mettre du contenu dessus, comme ça sera plus... Alors voilà une piste VA, une piste... Attends, on va prendre ça. Ah non, c'est des séquences. Ça. Une piste V. Et voilà, bon, il a mis en plus l'audio sur cette piste audio. Et les titres, je vous en ferai tout à l'heure. Donc tout ce qui va être graphique va être dans Edus, ça va être par défaut, c'est en violet.
Alors, la piste titre, c'est un peu historique dans Edus. La piste titre a un petit côté spécifique, c'est que forcément, quand vous mettez un titre ici, il va arriver au-dessus de tout le reste. Cette piste titre peut bénéficier d'effets spécifiques au titre. Ça, on le retrouve dans les effets spéciaux. Hein. On a des effets spéciaux pour les titres, donc qui vont que sur la piste titre. Mais historiquement, Edus a évolué et on peut mettre sans aucun problème des graphiques, des titres transparents. On parlait des Photoshop tout à l'heure, des PSD transparents. Edus est capable de les récupérer sur des pistes classiques, des pistes vidéo. Alors, quand vous allez passer d'un projet, par exemple SD, on va passer d'une extrême à l'autre. On va passer du projet SD au projet 4K. Quand vous allez avoir vos titres sur votre piste titre, alors ça paraît pas logique, mais c'est comme ça, il faut le savoir. Il va falloir rouvrir vos titres un par un pour qu'ils les remettent au format. Voilà. Par contre, sur les pistes vidéo, vous ouvrez un titre, vous l'enregistrez et tous les titres d'après seront remis à jour automatiquement. Me demandez pas pourquoi, je ne sais pas comment ça a été fait, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. On a la possibilité de créer un format de timeline à son souhait. Et moi maintenant, je n'utilise plus les pistes titres. Ouais. Et de moins en moins, j'utilise les pistes VA. Ça m'arrive encore, quand j'ai besoin de faire des montages très rapides. En fait, de plus en plus, je travaille sur du multicanal. Donc en fait, j'ai besoin de dissocier par défaut mes deux ou quatre canaux. Donc en fait, il y a différentes façons de faire du montage. Donc la piste VA a complètement son intérêt quand on a besoin de faire du montage rapide et qu'on n'a pas besoin de dissocier ses canaux audio. Et que l'audio lié à la vidéo sera toujours lié à celui-ci. Donc à partir de là, la piste VA a complètement ça est complètement justifiée en fait. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et on revient encore une fois au fait que Edus, chacun peut trouver en fait sa façon de travailler dans Edus. Et par contre, effectivement, dès qu'on va commencé à avoir un micro HF sur un canal et un micro d'ambiance sur un autre canal, ça peut être intéressant d'avoir deux pistes dissociées pour justement pouvoir faire le mixage. Sachant qu'en plus, alors, qu'est-ce qui se passe quand on a deux pistes dissociées? Ah oui, du coup j'ai mon micro HF sur l'enceinte de gauche et mon micro ambiance sur l'enceinte de droite. Mais en 3 clics, en fait, on peut recentrer tout ça dans les... Ça se fait super facilement. Donc il y a plusieurs façons de monter, je vais aller assez vite là-dessus. On a la possibilité de travailler, alors j'appelle ça un peu en mode storyboard. C'est-à-dire qu'on va pouvoir directement choisir l'ordre de son montage dans le chutier. C'est-à-dire que si par exemple je veux commencer par les sapins, le drapeau, alors j'ai 2 fois le clip 13 parce que je l'ai téléchargé 2 fois. Alors ça c'était quoi? On va essayer de faire un truc un peu... on va en prendre qu'un seul. Ok. Ouais, juste pour... voilà. Donc, vous voyez, là, déjà, je les mets dans un certain ordre dans le chutier. Donc, grosso modo, là, si je prends tout, donc, on pourrait très bien partir redouble-cliquer sur chaque clip pour mettre un point d'entrée, un point de sortie. Edus garde en mémoire ce que vous faites sur le moniteur source. D'accord ? Quand je double-clique sur un clip, il le charge dans le moniteur. Donc là, ici, on est dans le player. Là, on est en mode moniteur unique. Je ne sais pas si vous savez, dans Edus, on peut passer en moniteur double affichage. Donc ça sera peut-être plus clair pour mon propos. Oui, mais je le cherche. Ah, il est là. Donc là, en fait, quand on double-clique sur un clip, il le charge dans le moniteur source, donc le moniteur de gauche. Donc là, je peux très bien mettre un point d'entrée
avec I et un point de sortie avec O. Si je vais sur un clip différent et que je reviens sur le clip précédent, il a gardé en mémoire le point d'entrée et le point de sortie. Donc ça permet en fait de pouvoir déjà pré-dérocher dans le chutier. On a la possibilité aussi, je ne sais pas si vous savez, de créer des sous-clips. On peut un seul clip, on peut le diviser en deux. Ben voilà, on peut vraiment gérer pas mal de choses directement dans le chutier. Après, on peut les mettre dans l'ordre. Et en fait, ce qui est en haut, ça sera le début du montage, et ce qui est en bas, ça sera la fin. Donc je peux très bien maintenant tout sélectionner dans mon chutier en faisant CTRL A et le glisser directement dans la timeline. Et là, on retrouve les éléments dans l'ordre dans lequel je les ai montés. Et pas dans les entrées-sorties. Pardon? Pas dans les entrées-sorties. Si, vous voyez, ici, celui-là, j'avais mis l'entrée et la sortie, on le retrouve. Si, en fait, il garde vraiment le truc en mémoire. C'est une façon de bosser, hein, c'est une vraie façon de travailler, ça. Alors, dans cette idée-là, donc là, j'ai tout mis sur la piste VA, d'accord? Mais imaginons maintenant que j'avais un présentateur qui avait un micro-cravate et là, j'ai deux canaux séparés. Et bien, ici, en fait, je peux très bien, sur les affiliations de pistes, ça, j'en fais ce que j'en veux. C'est-à-dire que je peux très bien lui dire, ouais, mais sauf que moi, je veux que ma vidéo, elle aille sur la piste vidéo 2, d'accord? Et je veux que mes audios, alors c'est du XD-Cam, donc il y a 3 canaux, enfin 4 canaux, mais c'est pas grave. Et ben je veux que mes audios aillent sur la piste, sur les pistes audio. Donc là, on est encore sur une piste, un canal stéréo. Donc vous voyez, on a sur cette piste-là, dans Edus, chaque piste est stéréo par défaut. Hein. Sur cette piste-là, on aura 2 canaux. Sauf que en fait, je peux très bien lui dire, en faisant clic droit sur cette icône, lui demander, en cliquant ici, de séparer tous mes canaux. Voilà. Donc du coup, en fait, chaque canal de ma source ira sur une piste séparée. Alors, vous allez me dire, ouais, facile à monter. Non, c'est sûr. Mais l'avantage, c'est que vous avez vos canaux qui sont vraiment dissociés. Donc sur certains types de montage, ça vaut vraiment le coup de faire comme ça. Et là, du coup, quand je vais glisser mes clips, et ben, automatiquement, mes canaux seront séparés. En fait, il prend la source et il dit « Ok, tu m'envoies ça, ben, moi tu m'as demandé de faire ça. » Ben voilà. Donc du coup, j'ai mes canaux séparés. On peut ouvrir les pistes audio, ça vous le saviez peut-être déjà, hein, avec les petites flèches ici. Donc on a un affichage de la forme d'onde. Donc là, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de son sur mes vidéos, mais c'est pas grave. Et ici, on va pouvoir accéder à différents points. Volume, en cliquant une première fois. Donc là, on va pouvoir créer des points clés pour gérer les volumes des audios. Et vous avez aussi panne. Donc panne, vous voyez ici, vu qu'on est sur des canaux audio séparés, le panne, il n'est pas centré. C'est-à-dire qu'en fait, là, si je mettais lecture et que j'avais 2 enceintes, j'aurais ma piste 1A sur mon enceinte de gauche et ma piste 2A sur mon enceinte de droite. Est-ce que c'est clair? Ouais? Et en fait, ça, typiquement, imaginez, sur mon canal 1, j'ai ma voix off, ou ma voix de micro HF, et sur ma piste 2, un son d'ambiance. Super. Sauf que moi, maintenant, je veux tout recentrer. Parce que dans quel reportage on a ça, une voix à gauche et l'ambiance à droite? Nulle part. L'important, après, c'est de le recentrer. Et là, il y a une méthode. Alors, il y a plein de méthodes dans Edus pour le faire, mais là, il y a une méthode assez simple. Il suffit de faire clic droit sur la ligne bleue et... Alors, center, voilà. Et du coup, en fait, il recentre, en fait, le canal. Ce qui était à gauche, en fait, il le remet au milieu. Donc, du coup, en fait... Alors ça, non. Du coup, vous avez la possibilité... Alors, non. Pardon. Vous avez plusieurs possibilités de réajuster ça. Soit via un filtre qui s'appelle PanPod Balance.
Donc c'est un filtre qui s'appelle Pan-Pot Balance, dans les filtres audio. Pan-Pot Balance, ici. Donc là, ce qui est à gauche, en fait, c'est pareil, je vais pouvoir le recentrer, d'accord? Et ce filtre-là, bon alors là, j'aurais dû sélectionner par un seul clip, c'est pas grave. Et ce filtre-là, effectivement, je vais pouvoir le dupliquer sur tous mes autres clips. Donc là, effectivement, en 2 manips, je recentre tout. Oui. On peut faire la même chose avec les niveaux, les volumes. Les volumes, le volume sonore. Le volume son d'un, je veux dire, -2 ou -5. Alors, Et mettre partout. alors, pas comme ça. Soit effectivement via un filtre, donc l'égaliseur graphique, soit via la table de mixage. Sur une table de mixage, vous pouvez gérer tout le son de toute une piste. Après, il y a l'outil effectivement de normalisation. Quand vous faites clic droit sur un clip audio, vous pouvez lui demander de normaliser et de le normaliser selon une certaine norme. D'accord, donc moins 12 dB, moins 6 dB, 0 dB. Alors par contre là, c'est un outil qui est très pratique, c'est vrai. Par contre, il faut se méfier parce qu'il fait une moyenne sur tout le clip. Donc si vous avez besoin, s'il y a des moments des très hauts niveaux sur le clip et s'il y a des très bas niveaux, on risque d'avoir des surprises. Donc des fois, il vaut mieux saucissonner le clip audio en plusieurs parties pour essayer d'avoir un niveau un peu régulier. Mais personnellement, je trouve que c'est un peu un pis-aller, quoi. C'est une façon de faire, ça fonctionne, hein, mais des fois, on n'a pas la main sur tout. Il faut savoir que la version Workgroup a une normalisation globale dans son export. On peut lui demander, bah, tu me normalises mon clip vidéo à -12. Et, enfin, ma sortie, mon master à -12. Edus n'est pas équipé par défaut de ce type d'outil. Et effectivement, ça s'appelle un compresseur. Alors, on en trouve des gratuits, c'est des plugins VST. Alors, il faut savoir qu'Edus est complètement compatible avec les plugins VST, donc on en trouve des gratuits sur Internet. J'ai pas pensé en prendre, j'en avais un ou deux qui étaient pas mal. À titre professionnel, sur ma station, j'ai les outils là, les plugins Icon Digital là, qui sont proposés sur edus.fr. Plugin machin forme là, enfin, c'est un petit éléphant. Et il y a un plugin de Voxformer qui est vraiment un bel outil pour mettre en avant certaines voix. Il a plein de presets super intéressants, voix femme, voix homme, des effets radio et tout ça, des effets sur le son. Pour masteriser, c'est vraiment bien ça. Vraiment, je trouve que ça apporte un plus. Et ils ont un outil justement un limiteur et un compresseur qui est vachement... mais bon, c'est un plugin payant, celui-là, il n'est pas gratuit. Mais bon, après, c'est un investissement, mais... Pardon ? Ce que vous venez de dire, on les a, gratuits. D'accord, bon, bah, tant mieux, j'ai payé. Mais ça, c'est vrai que c'est des outils qui viennent vraiment au-dessus de tout ce qu'on a pu voir jusque-là. C'est vraiment que c'est des outils qui vont vraiment permettre de masteriser le son, d'avoir vraiment un rendu vraiment pro et finaliser le son, quoi. Du son d'un bout à l'autre, c'est surtout ça, quoi. Ouais. Après, ça fait pas des miracles non plus, hein. Non, mais après, ça fait pas des miracles non plus, hein. Vous pouvez déjà affiner le travail avec les outils dont on a parlé, mais il y a toujours un moment donné où s'il y a quelqu'un qui est venu devant le micro et qui fait Wouah, pardon pour le son, voilà, ou des claps ou des machins, là c'est des moments où il faudra forcément faire un petit truc sur la bande son, quoi. Pour finir avec le son, parce qu'on a parlé un peu de multicam, et je n'ai pas oublié le flux optique. Il y a autre chose aussi. On parlait des histoires de mono. Il y a dans les paramètres, vous savez qu'Edus c'est un outil qui permet de gérer plusieurs séquences, ça vous l'avez vu, hein. Pour l'instant, j'ai plusieurs timelines sur un même projet. Donc ces timelines-là, on peut les mélanger, on peut faire plein de choses. Mais on n'aura pas le temps de tout voir ce soir. Et donc dans les paramètres de séquence, on a aussi des choses sur l'audio. Donc chaque séquence peut être gérée par rapport à sa sortie. Donc là, d'accord, pour l'instant on est parti de la source. Alors pardon, c'est le chutier d'effet, mais c'est pas grave. De la source, on a vu qu'on pouvait demander à Edus de gérer les sources.
Donc soit on met tout sur la VA, soit on va pouvoir lui demander de mettre la vidéo sur une piste vidéo, l'audio sur une piste audio, en mono ou en stéréo, soit canal par canal ou stéréo par stéréo. Donc ça, là, on parle des sources, les sources qu'on envoie sur les pistes. Mais maintenant aussi, ce qu'on va pouvoir faire dans Edus, c'est dire à Edus, bah oui, mais moi, ces pistes-là, tu me les envoies en sortie finale sur tel ou tel canal. C'est-à-dire qu'en fait, grosso modo, c'était pour répondre à la première problématique de tout à l'heure, c'est encore une autre façon de faire. On a un mono sur une piste 1A, d'accord? Je vous ai montré deux méthodes. La première méthode, c'est avec la ligne bleue, on recentre la ligne bleue. Là, c'est clip par clip. Ou alors, via un filtre qui s'appelle pan pod balance, où on lui dit, bah voilà, moi, tout ce qui est à gauche, tu me le recentres. OK? Et ce filtre-là, on le duplique sur X clips. Mais si on sait très bien que sur cette piste-là, de toute façon, on aura tout ce qui est du canal gauche, on peut aussi régler fondamentalement la timeline. Pour lui dire, bah, OK, tout ce qui est là, sur cette piste-là, bah, tu me le renvoies au final sur mes deux canaux. Ça se trouve ici, c'est le routage audio. Ah oui, je me suis toujours demandé à quoi ça servait. Et bien en fait, ça sert à ça. C'est-à-dire que par exemple, ici, par exemple, si on prend l'exemple de la piste 1A, la piste 1A, pour l'instant, lui, il l'envoie. Donc là, on est vraiment sur la fin d'Edus. Là, on est déjà en train d'exporter. Là, imaginez, qu'est-ce qui va être mon rendu final? Mais ça, vous verrez, si vous faites des réglages, vous verrez l'effet directement pendant votre montage. Hein. C'est-à-dire que d'un seul coup, tout ce qui était à gauche, ça va être recentré aussi. Donc pour l'instant, la piste 1A, bah ok, bah, lui, il fait son job. Piste 1A, left, tu me l'envoies sur le canal gauche. Donc ok, super, moi j'ai mon son à gauche. Et tout ce qui est canal droit, tu me l'envoies sur ma piste de droite. Ok. Sauf que là, Edus, on lui a dit, bah oui, mais sur cette piste-là, tu ne prends que le canal de gauche. Donc effectivement, on n'a que du son à gauche. Mais maintenant, si je lui demande de me prendre, bah ouais, mais ce qui est à gauche, donc ce qui est mon canal, ma source left sur ma piste 1, tu me l'envoies aussi sur mon canal 2. c'est quoi? Voilà. Il suffit d'activer en fait le... Est-ce que j'ai fait le bon endroit? Non. Non, c'était pour voir si vous suiviez. Voilà. Donc voilà. Et à partir de là, ben, j'aurai bien voilà, mon son sur toute la piste. Quoi que je mette sur la piste, tout ce qui est du canal 1 sera sur mes deux canaux en sortie. Pour le flux optique. Donc là, juste pour vous montrer, voilà, c'est bien du 2997. Hein, donc on revient au souci que vous rencontrez avec différents types de formats sur une même timeline. Donc lui, a priori, ça lui pose pas de souci, normalement. Et donc là, après, vous avez la possibilité de faire clic droit sur le clip, ou même sur plusieurs clips. Hein. Clic droit, et dans effet temporel, option de champ. Donc, soit directement ici, ou alors quand vous faites un ralenti ou un accéléré, vous avez aussi les options de champ directement dans votre effet de ralenti. Toc. Voilà, et ici donc on a voisin le plus proche, mélange d'images ou flux optique. Et le flux optique vous offre différentes possibilités. Vous avez vitesse rapide, donc calcul rapide, au détriment un peu de la qualité, mais franchement, le niveau vitesse rapide est déjà très bien. Qualité moyenne, haute qualité, qualité supérieure ou personnalisée. Plus vous montez dans les qualités d'effet, plus vous aurez du temps de calcul, quoi. Parce que ça prend beaucoup plus de ressources. En fait, il faut imaginer que le logiciel doit recréer des images. Alors, pour faire un multicam, donc c'est un peu une nouvelle procédure. C'est vrai qu'ils ont un peu changé la procédure. Donc, grosso modo, l'idée, c'est de mettre les clips des différentes cams dans un chutier spécifique, de sélectionner les clips, clic droit, 5 caméras, synchro caméra. Et là, on va lui demander quel point de synchronisation on veut.
Alors donc si on est vraiment des bons professionnels, on a synchronisé les timecodes des caméras, ce qui se fait de moins en moins, mais toujours, hein, mais voilà. Soit on a calé les caméras pile poil, elles sont calées à la même heure et tout ça. Après on a la possibilité aussi de mettre des marqueurs de clips sur les entrées des clips ou sur les sorties de clips. Mais ce qui nous intéresse, c'est l'audio. Donc on a soit une synchronisation audio ou une synchronisation audio autour du marqueur. Pour l'instant, on n'en a pas mis. La seule chose, c'est qu'en fait, la synchronisation audio autour du marqueur va accélérer le processus. C'est-à-dire que vous allez repérer dans vos rushs, à peu près à 10 secondes près, en fait ça prend, je crois, 10 secondes avant, 10 secondes après. Vous avez une marge de 10 secondes. Vous mettez vos marqueurs dans cette marge de 10 secondes. Et lui, du coup, Edius ne va analyser que ces 10 secondes pour synchroniser. Donc, on est large. Si on ne met pas autour du marqueur, en fait, il va analyser tout le clip. Mais c'est déjà, rien que comme ça, vous allez voir, c'est déjà assez rapide. Là, je mets juste le truc. Donc, OK. Donc là, il me dit qu'il y a certaines pistes audio qui font 4 canaux, enfin certaines sources qui font 4 canaux, d'autres 2, qui ne pourra pas mettre les sources 4 canaux. Il n'y a pas de souci. Continuez. Donc là, il analyse en fait l'audio des différents fichiers. Donc là, on voit qu'il est sur le clip 9. Hein. On le voit. Et là, vous aviez déjà mis les marqueurs, non, là, je l'ai mis brut. Ah oui, brut, oui. Non, c'était juste pour vous montrer le temps qu'il met. Parce que c'est vrai que pour certains, ça peut paraître long. En même temps, il faut qu'il analyse le fichier. Alors j'ai fait des tests sur... j'ai refait un multicam récemment. Là, donc là, j'avais mis des marqueurs. Comment on met un marqueur? Avec la touche V. En fait, vous chargez votre clip dans la source. Oui, d'accord. Vous chargez votre clip dans la source. Vous trouvez l'endroit approprié. Vous cliquez sur V. Et il met un marqueur. Et c'est comme les points d'entrée, points de sortie. Il va le garder en mémoire. Ensuite, vous chargez un autre clip. Vous mettez V. Et comme ça, après, lui, il va analyser 10 secondes avant, 10 secondes après. Donc ça, c'est... Et donc là, on se retrouve avec... du coup, on a une synchronisation de caméra sur 5 minutes, mais voilà. Et avec le son, du coup, avec le son d'origine, le son de la... Qui est en bas. Ah non, d'ailleurs, c'est pas celui-là sur la télévision, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-là. Voilà, et puis après, quand vous faites un montage multicaméra, soit directement vous cliquez sur le clip que vous souhaitez, sur l'interface, soit avec les raccourcis clavier 1, 2, 3, vous pouvez passer d'une caméra à l'autre. En fait, c'est-à-dire que lui, automatiquement, vous voyez, pendant que je fais le multicam, alors là, j'ai appuyé sur la barre d'espace pour lancer la lecture en multicam. Et là, je passe d'une caméra à l'autre. Vous voyez, quand je clique sur, par exemple, la 2, il va créer un marqueur au-dessus de la timeline. D'accord? Et quand je vais arrêter la lecture avec la barre d'espace, lui, en fonction des marqueurs, il va passer d'une caméra à l'autre. Donc, il va activer, désactiver les clips qui n'ont pas été sélectionnés. À tout moment, je peux revenir. Hein. Si, par exemple, je me dis, ah mince, cette caméra-là, je voulais la déclencher 10 secondes plus tard ou 5 secondes plus tard. Je peux déplacer mon curseur de lecture à 5 secondes et puis déplacer mon marqueur. Comme ça, je déplace mon changement de caméra. Je peux le faire à la main aussi. Je peux très bien lui dire, là, je veux passer sur la 4. Donc j'appuie sur 0, je clique sur 0 pour créer un nouveau marqueur. Et là, sur 4, et il change de caméra, il va sur la 4. Pour supprimer un marqueur, on rappuie sur 0 et il supprime le marqueur. Autre chose, vous voyez là, pour l'instant, il affiche 4 caméras. J'ai pas dû les mettre bien dans l'ordre parce que du coup, il a considéré que mon Mono 5 c'était une caméra, mais bon, ça c'est pas très grave. Ce que je voulais vous montrer, c'est que dans les modes multicaméra, vous pouvez lui demander qu'est-ce que vous affichez comme caméra. Donc là, il est sur 4 caméras, mais on pourrait aussi afficher 5 caméras plus le principal.
C'est-à-dire qu'en fait, ici, on a le final et les caméras sources. On a aussi la possibilité, alors je repasse sur celui d'origine, pourquoi? Parce que, alors c'est, voilà, dans afficher en mode multicaméra, vous pouvez lui dire, si vous êtes en multi-écran, si vous vous mettez en plein écran sur un autre écran, vous pouvez lui demander d'afficher les caméras sources sur un écran, donc sur l'écran source, et le final sur le plein écran. Et donc du coup, quand vous avez fait votre multicaméra, bah, vous pouvez aussi lui demander de tout reporter sur une seule timeline pour pouvoir faire des effets sur les clips. Donc du coup, bah, là, on va faire juste sur la partie qui a été montée, hein, ça sert à rien de... Et là, on va faire... Donc j'ai mis un point d'entrée, un point de sortie pour délimiter la zone. Hein. Et là, je vais dans mode et compresser en une seule piste. Donc là, je lui demande de créer une nouvelle piste vidéo. Donc, appliquer entre le point d'entrée et le point de sortie. Et là, voilà. Toc. Alors, évidemment, quand vous avez un montage de 2 heures, c'est pas aussi instantané. Hein. Il va mettre un petit peu de temps pour tout vous compiler en une seule piste. Mais c'est quand même assez rapide. Et donc là, bah, vous avez tous les clips, en fait, chaque caméra qui a été sélectionnée, vous la retrouvez bout à bout ici. Donc ça vous permet, pourquoi pas, de mettre des fondus enchaînés entre vos clips. Depuis la version... donc déjà la version 8 avait intégré pas mal de choses là-dessus. Donc ils avaient introduit un nouvel outil de colorimétrie qui s'appelait la correction primaire des couleurs, qui permettait justement d'aller chercher l'info primaire de colorimétrie de la source et de pouvoir la mettre au format du projet. Et aussi de gérer ce qu'on appelle des LUT, donc des lookup tables, en fait, de gérer un peu des styles et des facilités, on va dire, pour coloriser son film. Donc déjà, depuis la version 8, il y avait déjà la possibilité d'utiliser des logs. Donc je ne sais pas si vous connaissez les logs. C'est des fichiers sources qui vont être, si on les regarde de format brut, ça va être très plat, ça va être très... même par exemple là, les rushs que j'avais tout à l'heure là, non, ça par exemple c'est du, à l'origine c'est du HDR en fait. Donc là l'image elle a l'air bien comme ça, mais on sent quand même que c'est un peu plat quoi. Et en fait il y a différents formats log, et donc c'est des images un peu plates qu'on peut en fait qui ont toute l'information qu'il faut, mais qui donnent beaucoup plus de potentiel pour la colorimétrie derrière. Et avec la version 9, en fait, est arrivée la gestion du HDR. Donc, il faut savoir qu'Edus, ça a été un des premiers logiciels à exporter, ça c'est pratiquement pas, mais ça a été un des premiers logiciels à exporter en HDR en natif, sans passer par un protocole de LUT, de machin qu'il fallait rajouter dans le fichier. En fait, avec Edus, on peut avoir un projet en format HDR et exporter un fichier H264 ou H265 au format HDR 10 bits, sans autre forme de procès que de dire, voilà, mon projet il est en HDR, tu m'exportes un H264 au format du projet, point, et c'est du HDR. Enfin voilà, et c'est des trucs, c'est hallucinant, parce que ça se sait très peu, mais depuis la version 9, donc ça fait maintenant presque 2 ans, il savait déjà faire du HDR et proposer de l'export HDR. Alors venant de ça, il s'est rajouté plein d'espaces colorimétriques. Donc depuis, Edus progresse aussi dans la gestion des espaces colorimétriques, des sources log, des RAW, mais aussi des sorties. Parce qu'en fait, c'est ce que je vous disais, là, il y a la Blackmagic 6K qui est sortie, donc avec des nouveaux logs et des nouveaux RAW. Il y a la C500, Canon C500 qui est sortie aussi avec des nouveaux logs, enfin des nouveaux RAW et des nouveaux process avec les proxys. Tout ça, c'est des mises à jour qui mettent à jour régulièrement et ces espaces colorimétriques sont gérés de plus en plus. Donc à l'heure actuelle, Edus est capable de gérer l'espace colorimétrique BT709, qui est le format classique, on va dire standard d'image. Alors, donc le format HLG, alors je vais dire des bêtises, c'est 2100, BT2020 et BT2100. HLG et je ne sais plus lequel c'est l'autre. En fait, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que grosso modo,
dans l'image, on a beaucoup plus d'informations. C'est-à-dire qu'en fait, les courbes de couleurs vont plus loin que le standard. Je ne vais pas aller plus loin dans les explications, sinon on va y passer toute la soirée, hein, parce que là, on pourra en discuter. Hein. Et d'ailleurs, il y avait une super conférence, c'était en février, il y a 1 an et demi, Marina, la conférence sur le HDR, qui avait été organisée par le repère, c'était où déjà? À Montreuil. On avait passé 2 heures avec Forest. La vidéo est en ligne. Hein. Oui. Pas, Ouais. c'est gratuit, c'est sur YouTube. Il y a 2 heures de Ouais. formation en ligne sur le HDR. Et c'est super intéressant parce que là, je vous vois, vous devez vous dire, ouais, mais moi, j'ai pas de moniteur HDR, j'ai pas de télé HDR, mes clients, ils s'en foutent du HDR. Ouais, alors moi, je filme beaucoup en HDR quand même. Parce qu'en fait, même quand tu filmes en HDR et que tu sors sur un standard 709, alors oui, c'est clair qu'il faut retravailler les rushs. C'est comme travailler en log. Il faut faire de la colorimétrie, il faut machin. Mais on a un potentiel de gestion des contrastes et des noirs et des lumières, des hautes lumières, qui est beaucoup plus vaste. Donc même si on n'a pas un moniteur HDR et qu'on ne veut pas forcément sortir en HDR, travailler avec des sources HDR, pour moi, a du sens. Certains auront peut-être un autre avis, mais pour moi, je m'éclate vraiment quand j'ai la possibilité de travailler avec des sources HDR. Tout ça, c'est donné par la caméra quand même. Pardon? C'est donné par la caméra, ça. Oui. Oui, la FS5 est compatible, enfin, elle a un picture profile HDR. Donc elle sort du HLG, du BT2020, BT2100 HLG. Ouais. Donc ça veut dire qu'elle va travailler sur un espace de couleur et un espace de luminosité contraste plus vaste. Donc c'est sûr que quand tu ramènes tout sur du BT709, tu te dis oui, ça sert à quoi? Sauf qu'en fait, lui, Edus est capable d'aller chercher au-delà. Donc en fait, oui, effectivement, ton truc est recompressé dans du 709, sauf que en fait, tu peux aller chercher au-delà pour ramener dedans. Et en fait, du coup, ça te donne beaucoup plus de potentiel. Juste avant, Oui. les minimums requis pour la version 9, pour qu'elle ne plante pas, que ce soit assez fluide. Pour une bonne bécane, pour la version 9, c'est minimum 8 Go de mémoire, un bon i5 à mon avis. Mais bon, il y a pas mal d'i5 différents, vous allez me dire. En Intel, parce qu'ils ont beaucoup optimisé avec les processeurs Intel. Alors les nouveaux AMD apparemment offrent pas mal de performances, mais vu que j'ai pas testé, je préfère pas trop m'avancer dessus. Mais le distributeur en fait m'a certifié qu'il n'y avait pas de souci, donc je leur fais entièrement confiance. i5 suffit. Oui. Ouais. Moi j'ai un Dell Precision portable qui a un i5, il a 8 Go de mémoire vive. C'est pas un foudre de guerre et Edus 9 tourne parfaitement dessus. C'est pas, en fait, la problématique, c'est je peux pas gérer du 4K sur ce PC, c'est pas possible. Donc là, pour faire du 4K, je suis obligé de faire des proxys et tout ça, mais après, il travaille bien, hein. Franchement, je fais des montages sur le portable, il fait le job. Multicam, non. Avec les proxys. Par contre, le multicam fonctionne avec des proxys. Donc, du coup, c'est pareil. Mais si on fait du multicam, il faut régler la taille des proxys à une taille assez minimale pour que le PC puisse suivre, quoi. Mais il n'y a pas besoin d'un foudre de guerre pour faire fonctionner Edus. Après, c'est juste le traitement de vos sources qui va poser des soucis. Je voulais vous montrer aussi des choses. Par exemple, vous voyez ça? Ça, c'est fait directement dans Edus. Des fois, il n'y a pas besoin de passer par After Effects. Je vous le montre dans la source. Non, non, mais vous voyez? Vous voyez pas qu'il y a un espèce de truc orange dans l'image? Le VLC. Voilà, Oui. exactement. Et dans l'autre, il n'y est plus. Voilà, et là, il n'y est plus. Et là, il n'y a pas d'after effect, il n'y a rien. C'est directement géré avec l'outil masque, le tracking d'Edus et puis l'outil de présentation. En fait, grosso modo, la théorie, c'est que j'ai fait un masque.
je lui ai demandé de traquer le mouvement de l'objet. Donc en fait comme ça le masque suit le défaut. J'ai créé une transparence sur ce masque-là. Et en dessous, j'ai remis le même plan mais un peu décalé pour le caler pile sur un endroit où il n'y a pas le cône. Donc voilà le masque, juste pour vous montrer vite fait. Voilà le... On voit le masque qui a été traqué. Hein. On voit le tracking ici. Donc du coup... Voilà. Et la piste du dessous, en fait, voilà, si je la désactive, la piste du dessous. Alors c'est pareil, dans Edus, il y a un truc vachement pratique, comme dans beaucoup de logiciels. Hein. On peut désactiver clip par clip avec la touche A. Donc là, je sélectionne le clip, je désactive. Donc on voit que si je retire le clip du dessous, si je le désactive, j'ai un trou à la place de mon cône. Donc là, c'est vraiment le masque tel qu'il a été géré. Et si je désactive le clip du dessus pour activer le clip du dessous, vous voyez que c'est exactement le même clip, mais légèrement décalé sur la gauche et un petit peu en hauteur, pour recaler le parallaxe par rapport au chemin. Et du coup voilà, on a la correction. Bon là, ça marchait particulièrement bien, mais ça dépend de pas mal de choses, en fait, l'efficacité du tracking. Alors moi, je vous cache pas que là c'est vraiment le truc, c'est un panneau, c'est hyper simple. J'ai eu le cas pour un montage, alors j'ai fait ça quand? Ouais, j'avais un montage avec une personne en mouvement, là, il y a la semaine dernière, une personne en mouvement comme ça, que je devais détourer. Et effectivement, en fait, le tracking m'a fait le truc de base. Donc déjà, j'ai pas dû refaire du point par point. Mais par contre, effectivement, j'ai dû refaire des points intermédiaires. Des fois, il ne faut pas hésiter à faire un tracking, on fait un premier tracking, on voit les défauts du tracking, et on peut reprendre et refaire un tracking. C'est-à-dire qu'en fait, vous faites votre tracking, il est bon jusque-là. Après, ça sort un peu des clous. Vous réajustez et vous refaites un tracking. En fait, voilà, quand il y a des petits défauts, on peut quand même pallier au truc. Après, voilà, si on veut un tracking multipoint, très précis et tout ça, il y a des outils qui sont faits exprès, qui sont faits pour. Hein, voilà. Mais bon. Juste pour conclure, je vous en ai parlé un petit peu. Edus fait aussi partie donc, de l'univers Grass Valley. Donc c'est un logiciel qui est utilisé par les amateurs, les professionnels, les indépendants. Qu'on retrouve aussi dans des chaînes de télé avec des gros systèmes de serveurs. Donc on peut l'utiliser, il y a un système moi, que j'adore particulièrement, que j'aimerais bien avoir dans ma chaîne de prod, qui s'appelle XRE. C'est un système en fait qui va prendre tous les calculs d'Edus sur un serveur. C'est-à-dire qu'en fait votre logiciel il est toujours libéré. Quoi que vous fassiez, en fait vous envoyez directement via en fait c'est un autre ordinateur qui prend en charge les calculs. Ça c'est super pratique. Et puis après, ils ont un système. Ouais, c'est ça. En fait, c'est via un réseau. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir un en essai. Et j'avais juste installé un réseau avec un hub réseau classique et un autre PC qui faisait les calculs. Et c'était assez bluffant. Et puis après, donc, ils ont d'autres gros systèmes qui s'appellent Stratus, où là, ils peuvent gérer toute une chaîne télé, quoi. De l'ingest, comme on appelle ça, l'ingest, au montage, au mixage et à la sortie, à la diffusion, avec des serveurs de diffusion télévision, quoi. Ils ont des systèmes de ralenti, ils ont plein de trucs. Ouais, moi aussi, je trouve qu'il a des avantages. Voilà. Après, voilà, on a vu au niveau de la gestion de l'audio, au niveau des trucs, il a des petits défauts. Par contre, pour faire le job de montage vidéo de tous les jours, pour moi, c'est vraiment l'outil de tous les jours, quoi. C'est vraiment le truc, il fait le boulot, il est stable, il est rapide, il mange tous les formats. Voilà, je vous ai dit, je ne vous montre pas tout, mais j'ai du truc des sources de téléphone portable, j'ai plein de sources sur mes disques durs, il est capable de tout prendre, et puis voilà, ça c'est super, quoi. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Et puis, je vous invite on va peut-être boire un petit coup.